L'Assemblée va entendre une allocution de Son Excellence Alexander Stubb, président de la République de Finlande. Je prie le protocole de bien vouloir escorter Son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame President. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, les Nations Unies ont été créées il y a 79 ans. À une époque où nous nous trouvions à la croisée des chemins, le monde avait été dévasté par 2 guerres mondiales et il fallait contenir, endiguer la belligérance d'États-nations. Nous avons besoin d'une constitution de règles communes. La mission de l'ONU était plutôt simple: faire cesser les guerres et promouvoir la guerre, promouvoir la justice et une vie meilleure pour le monde entier. Pendant le plus clair de son histoire, elle a réussi à le faire. Je viens de Finlande, un petit pays au nord-est de l'Europe. Nous sommes une nation éprise de paix. Notre redressement suite à la Seconde Guerre mondiale et notre transition, nous sommes passés du statut de petit pays relativement pauvre à celui de pays prospère et avancé. C'est fait grâce aux Nations Unies. Notre état d'esprit en faveur du compromis, du dialogue, a été une des recettes du succès. Nous sommes une société libre et ouverte. Nous comprenons la valeur de cette institution car nous avons pu faire l'expérience directe de ce qu'elle peut faire pour un pays et une population. Et aujourd'hui, je disais, nous sommes à la croisée des chemins, les fractures entre pays se creusent, notre vision commune du monde se rétrécit et est remplacée par des discours qui alimentent la haine et les polémiques. Le conflit que nous connaissons est le plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous connaissons le plus grand nombre de conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il y a 3 points chauds: la Palestine, l'Ukraine et le Soudan. Nous avons déjà dépassé le point auquel cela devrait être inacceptable. Le paradoxe, c'est que nombre de pays rejettent le multilatéralisme au moment où nous en avons le plus besoin. Et j'aimerais évoquer 3 questions aujourd'hui et je vais essayer d'être le plus concret et le plus constructif possible. Tout d'abord, sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Deuxième point, comment faire cesser les guerres actuelles. Troisième point, comment réformer les Nations Unies et faire en sorte qu'elles soient fidèles au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'adoption du pacte pour l'avenir lundi a montré que les Nations Unies fonctionnent et mon allocution d'aujourd'hui s'adresse à tout le monde, pas à des délégations individuelles. Il ne s'agit de pointer personne du doigt. Nous sommes tous responsables, nous faisons tous partie du problème, mais également de la solution. Tout d'abord, focalisons-nous sur ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous divise. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons pensé, y compris moi, que nous avions atteint la fin de l'histoire et que nous pensions que les États vivraient dans un état de coexistence harmonieuse. On pensait que la liberté, la démocratie et la mondialisation l'emporteraient, que le développement technique, le libre-échange, les informations en libre accès mèneraient automatiquement au développement et à la stabilité mondiale pour tout le monde. Mais cela n'a pas été le cas. Le problème, c'est qu'on a oublié le côté obscur de l'humanité, y compris le pouvoir, la puissance qui doit être contenue par des institutions internationales, y compris l'ONU. Nous avons trop espéré. Nous avons misé sur l'interdépendance du commerce
et les informations. Et aujourd'hui, ce sont des éléments qui nous divisent. Et donc, nous devons trouver des solutions communes aux problèmes mondiaux. Les défis communs à l'humanité, changement climatique, technologie, développement durable et conflits sont précisément les enjeux sur lesquels nous devons nous pencher ensemble. Et nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin des Nations Unies. Nous devons nous remettre sur la bonne voie. Nos défis communs doivent nous pousser à nous organiser plutôt qu'à être en conflit. Nous devons trouver des solutions gagnantes pour tout le monde plutôt que miser sur des équations à somme nulle. Pour nous adapter au changement climatique et atténuer ses effets et protéger la biodiversité, nous devons travailler ensemble. Notre avenir dépend de notre riposte de manière très concrète. On ne peut pas répondre aux besoins très concrets des petits États insulaires en développement uniquement par la planification. Si on ne résout pas le problème du changement climatique, la situation deviendra ingérable. Il en va de même pour les technologies. Il y a 30 ans, on pensait que le numérique, l'intelligence artificielle, les biotechnologies permettraient de vivre dans un monde meilleur de manière automatique, que les technologies ne seraient qu'une force du bien. On a oublié que les technologies, ça va dans les deux sens, pour le bien et pour le mal. Et on s'est éloigné des objectifs de développement durable, la pauvreté mondiale augmente, les besoins en matière de sécurité et de nutrition ne progressent pas. Nous avons progressé à certains égards, mais nous devons faire en sorte que les droits fondamentaux s'appliquent à tout le monde et à tous les niveaux, au niveau des régions, des pays, des individus et des populations. Nous devons veiller à ce que les droits des femmes et des filles soient respectés, les droits des minorités de genre et minorités sexuelles soient protégés également au plan mondial. Quelle que soit notre région d'origine, nos discours et nos actions sont souvent incohérentes. Souvent, on dit une chose et on fait autre chose. Et aujourd'hui, nous devons joindre le geste à la parole et agir ensemble. Et donc, focalisons-nous sur ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. Deuxième point, les conflits. Lorsque les Nations Unies ont été créées, l'idée sous-jacente était celle du plus jamais ça. Plus jamais personne ne devrait faire l'expérience des horreurs que nos prédécesseurs ont connues au XXe siècle. Les fondateurs des Nations Unies ont promis de préserver les générations futures du fléau de la guerre et, en partie, ils ont réussi. Mais est-ce que nous, la nouvelle génération, nous réussissons? Je dirais simplement que non. L'année dernière, des centaines de milliers de personnes ont été tuées, plus de 10 000 enfants à Gaza. Les enlèvements d'enfants sont utilisés comme arme de guerre en Ukraine. Des millions de personnes de par le monde ont dû quitter leur foyer. La malnutrition et les maladies sont en hausse. Et les guerres montrent que les décisions en matière de guerre et de paix sont prises par une minorité de personnes qui s'accrochent au pouvoir de manière cynique. La grande majorité des personnes qui sont intéressées par la paix n'ont pas assez de pouvoir dans le système international pour qu'il y ait un contrôle de ces puissances. C'est le cas en Ukraine, en Palestine et au Soudan. En Ukraine, une paix juste fondée sur le plan de paix en 10 points du président Zelensky est clairement dans l'intérêt de la communauté internationale. La guerre se poursuit parce que les responsables russes n'ont pas la volonté d'y mettre un terme. Certes, la Russie fait de son mieux pour rejeter la faute sur les autres et nous en appelons à la Charte des Nations Unies et au principe du droit international. Ni la Russie ni les autres pays n'ont le droit historique sur d'autres régions, d'autres peuples. Le cœur de la Charte des Nations Unies est le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. La Finlande condamne dans les termes les plus énergiques l'agression russe en Ukraine. La Finlande
condamne également la tentative de manipuler les informations pour détruire ce qui a permis de soutenir la paix pendant des décennies. Nous appelons le président Poutine à mettre un terme à la guerre maintenant. En Palestine, nous devons nous poser la question suivante. Quels sont les intérêts qui expliquent cette guerre? La paix est dans l'intérêt des populations israéliennes et palestiniennes. Un cessez-le-feu, la solution des deux États garantirait la stabilité, mais également la croissance économique et le développement au niveau des sociétés de toute la région. C'est là que résiderait la solution qui permettrait d'assurer la sécurité des Palestiniens et des Israéliens. Après les tragédies les plus récentes, il n'y a pas d'autre cap à suivre et il nous faut trouver une solution. Il n'y a pas d'excuse pour cette guerre. Cette guerre doit cesser et cesser tout de suite. Au Soudan, quels que soient les groupes qui se battent et qui gagneront la guerre, les victimes de cette guerre seront les civils. Les civils auxquels la communauté internationale a promis qu'elle les protégerait et qui doivent pouvoir entrevoir un avenir meilleur. Au Soudan, nous avons échoué à appliquer le principe des solutions africaines aux problèmes africains. Au lieu de cela, le Soudan est le théâtre de rivalités régionales et internationales. Notre but partagé est de bâtir un Soudan qui sera un partenaire sur un pied d'égalité dans les enceintes multilatérales et dans le commerce au plan mondial, mais on s'en éloigne de plus en plus. Personne ne bénéficiera de cette évolution à l'avenir et j'appelle les Nations unies à jouer un rôle de chef de file en matière de prévention et de règlement de conflits pour ériger la paix. On ne peut pas marchander, il faut se fonder sur le droit international, sur la Charte des Nations unies et sur le principe d'intégrité territoriale et de souveraineté des États. Troisième et dernier point. Nous avons besoin de l'ONU aujourd'hui plus que jamais et sans réforme de grande ampleur, l'ONU sera marginalisée. Cela commence par le fait de savoir que nous avons tous notre mot à dire, que ce soit sur les changements climatiques, les technologies, le développement durable, les conflits, les enjeux sont les mêmes. Les institutions internationales actuelles ne sont pas fidèles aux réalités mondiales. La majeure partie du monde n'est pas représentée comme il se doit dans les institutions mondiales et leurs intérêts ne sont pas représentés. Cela doit changer et cela nous bénéficierait à tous ou à la majorité. Aujourd'hui, nous n'avons pas de mécanisme en place pour répondre à la volonté de la majorité du monde. Nombreux sont ceux qui estiment que les institutions ne sont pas représentatives et donc elles perdent de leur légitimité. La défaillance des institutions multilatérales pousse de nombreux acteurs à rechercher des solutions en dehors de ces institutions avec des alliances d'intérêts ou de valeurs, voient les deux, créer un désordre transactionnel qui bénéficie aux minorités plutôt qu'à la majorité. Mais nous ne pouvons pas repousser ces réformes plus longtemps et le poids de l'histoire repose sur nos épaules. C'est ce que voulaient les fondateurs des Nations unies. Si nous voulons nous focaliser sur ce qui nous unit, nous avons besoin d'une réforme d'ampleur du Conseil de sécurité. Donc je vais vous exposer mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous avons une proposition en 3 points. C'est la proposition de la Finlande, qui est très concrète. Certains diront qu'elle est très optimiste, mais on doit bien commencer quelque part. Première proposition, tous les grands continents doivent être représentés au sein du Conseil de sécurité en permanence. Il est inacceptable qu'il n'y ait aucun siège permanent pour l'Amérique latine et l'Afrique et que la Chine représente à elle seule l'Asie au sein du Conseil de sécurité. Et donc, nous proposons que le nombre de membres permanents soit augmenté de 5 membres. 2 pour l'Asie
2 pour l'Afrique et 1 pour l'Amérique latine. Donc on aurait 10 membres permanents, en plus de 10 membres non permanents, ce qui fait que le Conseil de sécurité représenterait environ 10% des membres des Nations unies à tout moment. Et mes partenaires de l'Europe devraient bien réfléchir à comment répartir les 2 sièges qui leur reviendraient. Deuxième proposition, aucun État ne doit jouir du droit de veto. Je comprends bien que le veto était nécessaire suite à la Seconde Guerre mondiale, mais dans le monde d'aujourd'hui, il a trop souvent entravé la capacité du Conseil de sécurité et empêché la prise de décision. Troisième proposition, si un membre permanent ou élu du Conseil de sécurité viole la Charte des Nations unies, ses droits de vote sont suspendus. Cette décision doit revenir à l'Assemblée générale au bout du compte et il ne doit pas y avoir de place pour le 2 poids, 2 mesures aux Nations unies. Et donc, mesdames et messieurs, malgré nos défis, je vais terminer sur une note optimiste. Optimiste qui découle du fait que lorsque les humains font face à un choix binaire, nous finissons souvent par prendre la bonne décision. Donc nous pouvons soit continuer à nous diriger vers un monde multipolaire marqué par le désordre, soit nous pouvons commencer à résoudre nos problèmes communs par le multilatéralisme et des Nations unies réformées. Comme mon mentor le disait, Marty Artessar, lorsqu'il a remporté le prix Nobel de la paix en 2008, il disait « La paix est une question de volonté. Tous les conflits peuvent être réglés et il n'y a aucune excuse à leur permettre de rester éternels. » Et donc, nous pouvons garder ces mots à l'esprit et commencer à travailler pour la paix. Je vous remercie infiniment. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Finlande